Je pense qu'il faut poursuivre sur la question de l'obésité et disons, de la densité physique, de l'épaisseur, du volume, etc. Il est clair que la grande victoire, à mes yeux, des formes féminines, c'est celle de la garçonne dans les années 20-30, avec cette position très fluide dont nous avons déjà parlé, cette insistance sur les muscles, etc. Mais on ne peut pas se contenter de relations sur la garçonne. Parce qu'il se passe quand même un phénomène à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui à mes yeux, on le voit d'ailleurs dans les robes de Dior, etc., qui à mes yeux est en recul. Je pense, et je peux me tromper, hein, mais je pense que le phénomène de la guerre de 40, qui a été un phénomène de privation extrême, qui a été un phénomène en quelque sorte comment vous dire, de bascule sur le métier féminin, etc. À l'issue de la guerre de guerre de 40, il y a, je crois, un retour sur le calme, la famille, la femme, ma mère, etc. Et cela entraîne indiscutablement, à mes yeux, le fait que les silhouettes féminines se sont quand même relativement arrondies, épaissies. En tout cas, peut-être pas la taille des Miss, si vous voulez, mais les tailles du quotidien. Les femmes du quotidien, je pense qu'il y a eu au fond là quelque chose qui est de l'ordre d'un retour, qui a été abandonné depuis, bien entendu, les années 60, 70. Et la question, c'est pourquoi l'abandon ? Pourquoi la minceur féminine, si vous voulez ? Moi, alors là, c'est très important. C'est très très important, la minceur contemporaine. La minceur traditionnelle, il faut y revenir une seconde, je parle des femmes. La minceur traditionnelle, c'est une minceur qui au fond touche à la fragilité, l'enfance, qui touche presque à quelque chose qui est de l'ordre de la vulnérabilité. Il faut montrer au fond une sorte de douceur soumise, et cela ne fonctionne que si vous avez un rapport avec l'imaginaire de l'enfance, l'imaginaire au fond du prime sautier, etc. Rien à voir avec la douceur, avec la minceur d'aujourd'hui. La minceur d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est une minceur tonique, c'est une minceur active, c'est une minceur dynamique, c'est une minceur qui renvoie au nouveau métier féminin, qui renvoie en plus à l'exigence de la mobilité, qui renvoie à l'exigence de la disponibilité, et du coup ça crée un imaginaire. Ça crée un imaginaire au fond de la légèreté et du disponible. Mais vous savez, quand on a dit ça, on ne peut pas se contenter du coup de se centrer sur l'image de la femme. Parce que l'homme aussi est pris dans cette affaire. Dans un univers technique, dans un univers mobile, dans un univers de la disponibilité, vous devez absolument avoir un corps qui soit un corps léger et, je dirais, fluide. Et cela, c'est l'exigence indiscutablement technique, économique, et pas seulement l'exigence esthétique. On ferait une erreur radicale si on se contentait de dire la minceur aujourd'hui, elle est liée à une exigence esthétique. C'est une erreur radicale. L'exigence de la minceur aujourd'hui, elle est liée à une multiplicité de contraintes, dont des contraintes économiques et des contraintes techniques. Et si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. Alors, dans tous ces livres, au fond, bon, j'ai beaucoup parlé des représentations du corps, j'ai parlé des modèles internes, la façon dont dans ma thèse, j'étais passé de modèles au fond de l'eau à des modèles énergétiques, etc. J'ai parlé de l'apparence, de l'enveloppe, du regard porté sur le corps. Il y avait une question qui me tenait et que je considérais comme importante, d'autant plus importante qu'elle n'était pas travaillée et qu'elle était l'objet d'illusions. Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est la suivante. Est-ce qu'il y a une histoire de la manière dont on perçoit son corps ? Alors, pourquoi elle n'était pas travaillée ? Parce qu'elle est quand même difficile à objectiver, bien entendu. La sensibilité, c'est pas quelque chose qui se donne comme ça du jour au lendemain.
Et pourquoi, en plus, elle a été l'objet d'illusions? Parce que, pour ne prendre simplement que l'exemple de la douleur, on a bien sûr le sentiment que la façon dont on se perçoit dans le temps ne change pas. C'est-à-dire que la douleur, c'est la même. Quand vous tapez un coup de marteau sur votre doigt, vous ne pouvez pas hurler de plaisir, bien sûr. Et donc, il n'y a pas d'histoire dans la perception interne, vous voyez. Et quand vous posez cette question, vous passez à côté. C'est-à-dire que si vous répondez comme ça, vous passez à côté. Alors pourquoi il y a une histoire? Pourquoi il y a une histoire? Ça, c'est pas évident. Mais on peut essayer d'introduire l'histoire de la façon suivante. C'est de voir comment les auteurs définissent les sens, définissent, je veux dire, la sensibilité. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez parfaitement que les sens qui sont pris en compte sont ceux que j'appellerais les sens externes. C'est-à-dire, tout le monde le sait, hein, l'ouïe, le goût, la vue, le toucher et l'odorat. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce qui vient, le message qui vient du dedans? Est-ce que ça, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un sens? Alors il y a des auteurs qui l'évoquent vaguement et qui disent il y a un toucher interne. Bon, mais vous imaginez bien qu'à mes yeux la question est beaucoup plus complexe. C'est pas simplement un toucher interne, c'est quelque chose qui vient et qui vous alerte et qui vient de l'intérieur. Et c'est absolument marquant à partir de là de voir à quel point ces sortes de messages, entre guillemets, je mets messages, hein, venus du dedans, ne sont pas l'objet, chez les historiens, de préoccupation. Or, il me semble qu'ils méritent une préoccupation. Alors revenons en arrière. Les descriptions du corps et des sens, à Moyen-Âge, hein, mais encore plus fort à la Renaissance, on peut le mettre en scène comme on met en scène les questions architecturales. À la Renaissance, l'intellectuel, c'est celui qui est dans son studiolo et qui essaie de regarder l'extérieur, vous voyez, à partir de sa maison. Et très classiquement, les sens sont décrits de la même manière. Vous avez une sorte, disons, d'âme, pour dire vite les choses, hein. Vous avez une âme, et puis qui est pilotée par ce qu'elle peut voir de l'extérieur. D'où les métaphores constantes. Le corps, c'est comme une maison, vous êtes dedans, vous avez des fenêtres qui sont ouvertes vers l'extérieur, etc. Bon. Et même encore, regardez, c'est quand même incroyable, dans un siècle où la sensibilité a grandi considérablement en importance, chez quelqu'un comme Condillac continue de dire en 1764 qu'on peut raconter l'émergence de la sensibilité à partir de cette image de la statue, selon laquelle, lorsque vous ouvrez progressivement les sens de la statue, vous arrivez à constituer une personne qui a au fond les repères habituels que nous avons. Et vous avez un passage chez Condillac que j'ai beaucoup travaillé, évidemment, pour essayer d'éclairer cette question. Vous avez un passage qui est pour se percevoir soi et son corps, que fait-on? On se touche. Vous voyez? Et donc quand il dit ça, il ne s'interroge pas sur ce qui vient du dedans. D'où cette question, en fait, à la fois passionnante à mes yeux et tardive. Bien sûr, Descartes, il évoque la faim, Descartes, il évoque le désir, etc. Mais le corps, avec lui, reste comme une sorte d'objet indépendant par rapport à l'âme, vous voyez? Et le corps, c'est un objet exactement comme les choses extérieures sont un objet. C'est pas fusionné à quelque chose qui est dans notre identité. Et je pense que c'est très important comme question, hein, parce que ça renvoie à un problème central qui est celui de ce que nous sommes. Je pense que cette question, elle commence à prendre un peu de corps au XVIIIe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de progrès dans la sensibilité. Je prends un autre exemple. Je reviens en arrière une seconde pour bien me faire comprendre. Moi, je travaille là, en ce moment à nouveau sur des questions du sensible, et je me rends compte que la différence, par exemple, dans la détermination de certaines maladies entre le Moyen-Âge et la Renaissance, elle est très parlante. Lorsque, au Moyen-Âge, il se pose la question de la paralysie,
ils définissent la paralysie en fonction des lieux. Ah oui, il peut y avoir une paralysie du pied, une paralysie de la jambe. Bon. Lorsque les gens de la Renaissance définissent la paralysie, je pense en particulier à Jean Fernel, qui est un très grand auteur, magnifique auteur, qui écrit à peu près vers le milieu du XVIe siècle, Jean Fernel commence à dire la paralysie, ça peut avoir deux formes. Ça peut avoir une forme qui est celle de la cessation du mouvement, et ça peut avoir une forme qui est celle de la cessation de la sensibilité. Autrement dit, vous pouvez, par exemple, perdre la sensibilité et garder le mouvement. Vous pouvez au contraire perdre le mouvement, mais garder la sensibilité. C'est-à-dire, vous pouvez être complètement incapable de bouger vos jambes, mais ressentir si on vous pique. Donc il y a deux types, vous voyez. Et du coup, ça montre bien que, chez Jean Fernel, il y a une préoccupation à l'égard de la sensibilité. Mais cette préoccupation à l'égard de la sensibilité, elle reste à la fois totalement neuve, totalement intéressante, mais relativement indépendante de la question portant sur l'identité. De la même façon, on me disait toujours, ceux qui critiquaient mon intérêt pour le sens interne, on me disait toujours, oui, tu fais naître ça au 18e, mais regarde, dans Racine, on a cette idée terrible qui est « mes genoux se dérobent sous moi ». Donc la personne, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa propre perception du corps. Qu'est-ce que c'est qui est nouveau dans la deuxième moitié du 18e? Et c'est là qu'il faut lire attentivement certains textes dont, je trouve, c'est pas le seul, mais dont le texte de Diderot qui s'intitule Le rêve de d'Alembert. Alors Diderot, il nous montre une scène où d'Alembert rêve. Et d'Alembert rêve, très curieusement, de situations qui sont celles de la perception interne. Par exemple, il dit mes jambes sont comme des ressorts, je sens que je peux bondir, etc. Ou qui sont celles, j'ai l'impression que mes mains peuvent toucher le ciel, vous voyez. Bon. Donc il met en évidence, Diderot à travers le rêve, quelque chose qui est de l'ordre d'une sensibilité portant sur l'intériorité. Très bien. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que l'ami intime de d'Alembert, qui est Julie de Lespinasse, ils sont quatre. Il y a le moi, Diderot, il y a Julie de Lespinasse, d'Alembert et le médecin. On va venir au médecin tout à l'heure. L'ami intime de d'Alembert, Julie de Lespinasse, elle dit, oui, parfois moi aussi, je sens que mon corps m'échappe, qu'il devient grand, qu'il devient petit, et je me sens autre. Progrès. Je me sens autre. C'est-à-dire que mon identité a bougé. Bourdieu intervient. Bourdieu, médecin. Et il dit, moi, j'ai des patientes qui sont terribles parce que certaines disent, mon corps devient si petit, j'ai le sentiment que je pourrais passer à travers le trou d'une aiguille. Parfait. Ça a toujours existé, ça. C'est les mélancoliques. Les mélancoliques ont toujours manifesté des corps différents. Mais à l'égard des mélancoliques, on a toujours eu une relation de dérision. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui sont malades? Ça n'a aucun sens. Oui, mais Bourdieu dit autre chose. Bourdieu va dire qu'à partir de là, il y a une souffrance terrible, qui porte, intérieure, qui porte sur le fait que les individus ont le sentiment que leur personne s'est déplacée, que leur identité n'est plus la même, qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et qu'ajoute Bourdieu? Il dit, ça peut être un facteur de suicide. Et que dit, dans d'autres textes cette fois, sortons de d'Alembert, sortons de Diderot, lisons Tissot. Tissot, dans le traité de la sensibilité, traité des sens, dit quelque chose de totalement identique. Il dit, j'avais une patiente qui avait le sentiment qu'elle devenait aussi petite qu'une araignée, qu'elle perdait totalement sa perception d'elle-même, et elle s'est suicidée. Et donc là, on a changé d'horizon. Jusque-là, les déplacements internes, c'était des déplacements objets de dérision. Par exemple, le cuisinier qui ne peut pas approcher du four parce qu'il a le sentiment qu'il est en cire. S'il approche du four, il peut fondre. On se moque, on rigole. Bon. Mais maintenant, il y a autre chose. Votre propre sensibilité traduit, vous voyez, c'est extraordinaire comme invention, traduit ce que vous êtes. Et du coup, ça a beaucoup plus d'importance qu'on le croit. Continuons. Cabanis, 1803, rapport du physique et du moral. Cabanis va être le premier, en s'inspirant de Diderot, en tirant le fil, va être le premier à dire, si vous vous écoutez,
si vous essayez de percevoir ce qui vient de vous, à l'intérieur de vous, si vous essayez de sentir comment certaines émotions viennent troubler votre propre intériorité, accélérer votre corps, votre cœur, entraîner des perturbations de respiration, vous connaîtrez mieux. Et à ce moment-là, le travail que vous allez à faire, c'est plus du tout le travail de Condillac qui consiste à s'intéresser au sens externe pour voir comment vous construisez de la personne, c'est vous intéresser au sens interne pour voir comment se construisent des personnes, comment se construisent des profils de personnalité. Et à ce moment-là, vous avez, continuons le fil, vous avez les auteurs d'une pratique qui a été très bien étudiée par certains, dont Pierre Paché dans les baromètres de l'âme, et qui n'ont pas toujours, pratique qui n'a pas toujours été étudiée, et qui est la suivante: j'écris un journal intime qui manifeste de bout en bout ce que je ressens pour mieux me connaître. Ce journal intime n'est absolument pas fait pour le public, il est fait pour moi. Il essaie de renvoyer, Mène de Biran fait la même chose, il essaie de renvoyer, Hufeland aussi, il essaie de renvoyer à ce que je sens pour essayer de mieux percevoir ce qu'est ma personnalité. Et ce journal, il est fait pour que j'étalonne en quelque sorte ce que je suis, absolument pas pour les autres. D'où cette remarque de Benjamin Constant: si vous lisez mon journal, vous allez penser que je suis fou. Et ça n'a aucun rapport. Au contraire, moi, en le lisant, je me comprends mieux. Donc là, il y a un progrès immense. Et si vous continuez de tirer les fils, émergent des notions qui n'existaient absolument pas, et qui sont se représenter son corps, le schéma corporel, les grandes images de la fin du 19e. Et c'est bien sûr autour de questions comme le schéma corporel, l'image du corps, que se redéploie de bout en bout la représentation du corps, d'où l'intérêt de travailler sur les sens internes. On parle du journal intime comme étant révélateur du sensible. Mais ce qui est tout aussi intéressant dans ces questions, c'est de voir comment l'enrichissement ne passe pas seulement par une sorte de sensibilité individuelle qui consiste à différencier des messages, etc., mais passe aussi par la tentative d'objectiver de la part des physiologistes eux-mêmes. Et il y a un exemple magistral de Charles Bell qui voit, alors ça crée du coup un nouvel objet physiologique, qui voit une femme qui ne peut tenir un objet que si elle le regarde. Bizarre. Et il fait un texte sur la main. Elle ne peut tenir une tasse que si elle la regarde. Alors, il se pose des questions. Elle ne peut tenir son enfant dans les bras que si elle regarde son enfant. Et du coup, Charles Bell se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et ça l'amène à distinguer, au niveau de la physiologie elle-même, deux types de sensibilité. À savoir, un, une sensibilité motrice, et deux, une sensibilité, je dirais, de la perception intérieure. Alors Charles Bell va prolonger ce constat en se livrant à des expériences. Et donc, c'est une expérience atroce pour tout vous dire. Donc il découvre des parties d'une colonne vertébrale d'un animal quelconque. Et dans un cas, il coupe le cordon à un endroit X. Il se rend compte que l'animal ne peut plus bouger, mais qu'en même temps, il reste très sensible. Et il coupe le cordon à un autre endroit, et il se rend compte que l'animal peut bouger, mais qu'il ne sent strictement rien. Donc ça, c'est magnifique, vous voyez, parce que la démarche physiologique fait exister une sensibilité qui n'était pas prise en compte, que l'on considérait comme, à la limite, totalement intuitive, alors que seuls les sens pris en compte étaient les sens externes. Et là, on fait émerger physiologiquement un sens interne qui est décisif, avec d'ailleurs, je continue un instant sur la question parce qu'elle n'est pas du tout secondaire, elle permet de mieux comprendre ce que c'est que la motricité, avec d'ailleurs la remarque suivante. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Il faut prendre cette remarque dans un texte du journal de médecine du 18e. Et ça renvoie au père d'Helvétius, le grand médecin de la fin du 18e. Ça se passe en 1749. Helvétius est confronté à un soldat qui a reçu un coup de fusil sur l'omoplate, mais qui en fait a perdu la sensibilité. Autrement dit, il peut bouger. Ouais, on revient à la question de Jean Fernel. Il peut bouger, il peut jouer aux boules, etc. Mais il n'a plus de sensibilité. Et, je dirais,
très curieusement, et de manière très révélatrice, Helvétius dit « Oui, il n'a plus la sensibilité, mais au boule, il peut être aussi précis qu'il l'était auparavant. » Très bien. Reprenons Charles Bell, quelques décennies plus tard. Et Charles Bell va vous dire, si vous n'avez pas la sensibilité, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise du geste. Et donc il a enrichi immédiatement le problème à la fois de la conjonction entre le moteur et le sensible. Et ça, c'est une découverte du 19e.